Bonjour Monsieur Attali, merci d'avoir accepté mon invitation et de m'accorder un peu de votre temps pour cette conversation où nous allons parler d'avenir. Je crois que c'est un de vos sujets de prédilection. Alors avec vous, j'aimerais justement pouvoir parler aujourd'hui de progrès techniques, d'intelligence artificielle, d'avenir du travail, de la singularité, de géopolitique aussi, avec la Chine, de développement économique, d'Afrique, de nomadisme et du besoin d'une véritable gouvernance mondiale pour faire face aux enjeux globaux tels que le climat, le changement climatique. Cela nous amènera sans doute à parler d'altruisme et des conditions du devenir soi, un thème qui vous est cher. Et si nous avons le temps, nous parlerons peut-être de la nouvelle conquête spatiale et de notre place dans la galaxie. On peut prévoir pour ça 1000 heures de conversation, je pense. Exactement. Donc on verra bien jusque cela nous emmène et puis peut-être qu'on pourra poursuivre ultérieurement. Alors est-ce que vous me Ouais, permettez peut-être de partager quelques mots sur votre parcours pour nos auditeurs? je vous en prie. Très bien. Alors, quelques mots, effectivement, sur votre parcours hors du commun. Vous êtes diplômé de Polytechnique, major de promo, également diplômé de l'École des Mines, de Sciences Po, de l'ENA. Vous avez un doctorat en économie, vous avez été conseiller d'État, vous avez enseigné les sciences économiques à Polytechnique, Paris-Dauphine, ainsi que dans d'autres écoles. Vous avez notamment été conseiller spécial de François Mitterrand, de 1981 à 1991. Vous avez été son Sherpa. Et puis, en 91, vous êtes allé fonder la BERD, la Banque européenne de reconstruction et de développement, qui visait à aider les pays de l'ancien bloc soviétique à se relever économiquement. Vous avez ensuite aussi participé à la création de deux autres organismes internationaux, Action contre la faim, puis Planète Finance, rebaptisé depuis peu Positive Planète, que vous dirigez encore aujourd'hui et qui finance, conseille, forme et assure des centaines d'institutions de microfinance dans le monde et qui intervient d'ailleurs notamment aussi dans les banlieues françaises. Vous avez aussi présidé en 2008 la Commission pour la libération de la croissance française et à l'époque vous aviez choisi parmi vos deux rapporteurs un certain Emmanuel Macron. Alors, quelques mots sur votre œuvre. J'ai compté 70 ouvrages, on compte notamment 10 romans, 45 essais, 6 récits biographiques, 3 pièces de théâtre, un conte pour enfants, intéressant, plusieurs tomes de mémoire sur votre temps à l'Élysée et à la BERD, justement. Vous avez supervisé aussi la rédaction de 9 rapports, et vous dirigez aussi de temps à autre des orchestres. J'avais notamment eu le plaisir de vous voir diriger l'Orchestre symphonique de Shanghai fin 2013. Alors, je vais citer quelques noms de livres que j'ai pu lire, ça pourra donner des idées de lecture à certains. J'ai démarré votre œuvre, moi, en 2007 avec Une brève histoire de l'avenir, qui revenait justement sur le passé de l'humanité et son avenir. Ça m'avait fasciné et réconcilié avec la lecture des essais à l'époque. J'avais enchaîné avec Au propre et au figuré, où vous discutez de la dualité entre propriété et usage, un thème s'il en est d'actualité. J'ai été fasciné par 1492, une année historique, une année charnière, publiée en 91. J'avais enchaîné aussi avec Les Juifs, le monde et l'argent, très intéressant. L'homme nomade, publié en 2003. 300 décisions pour changer la France, très très intéressant, qui faisait suite à vos travaux dans la Commission pour la libération de la croissance française. Plusieurs récits biographiques, Sigmund Warburg, un homme d'influence, le banquier, publié en 85, Karl Marx, qui est je crois un de vos maîtres à penser, c'est vous-même qui le dites, Gandhi aussi, qui vous a énormément inspiré, hein, publié en 2007, et Europe au pluriel, où vous revenez sur la multiplicité des Europes et la complexité de construire cette Europe. Vous avez coécrit avec Mohamed Younous Portrait de micro-entrepreneurs, où justement on découvre avec des portraits très imagés ce que font ces micro-entrepreneurs sur le terrain. Et plus récemment, j'ai pu lire Vivement après-demain, publié en 2016, où vous réfléchissez à justement ce qui devrait se passer à horizon 2030 et ce qu'il faudrait faire pour éviter la catastrophe qui est possible à l'horizon. Votre tout dernier essai publié cette année, c'est Les chemins de l'essentiel, où vous présentez votre sélection d'œuvres d'art, de chefs-d'œuvre, d'endroits absolument visités. On y trouve même des séries télévisées, des sculptures, un ouvrage qui s'annonce très très intéressant. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, j'aimerais démarrer justement cette conversation en parlant d'intelligence artificielle. Et dans votre livre, vous reprenez la définition du Larousse, à savoir l'ensemble des avancées des techniques qui visent à reproduire l'intelligence humaine. Alors, ça m'amène à la question d'après, du coup, mais comment, Jacques Attali, définissez-vous l'intelligence humaine? Je vous remercie de cette présentation qui ne peut que ensuite conduire à décevoir l'auditeur sur la suite de notre conversation. Mais je vais essayer de replacer la question que vous venez de poser sur l'intelligence et sur l'intelligence artificielle dans le contexte historique, parce que je crois qu'on ne peut rien comprendre aux techniques et aux technologies si on croit qu'elles tombent du ciel à un moment inattendu, imprévisible, alors qu'en réalité, elles s'inscrivent dans un continuum qui a une certaine logique. Ne cherchons pas à définir l'intelligence humaine, elle est trop protéiforme
et elle est trop multiple pour se réduire à une dimension unique. L'intelligence, c'est, au sens le plus général possible, la capacité de comprendre ce qui vous est étranger. La capacité de comprendre ce qui vous est étranger. Alors, comprendre, ça veut dire donner du sens. Chacun peut donner le sens qu'il veut à l'expression donner du sens, puisque ça peut être un sens rationnel, un sens intuitif, un sens religieux, un sens mystique, un sens vécu dans le corps, à ce qui vous est étranger, c'est-à-dire ce qui vous est extérieur, ce qui vous est intérieur et inconnu, car nous sommes très largement étrangers à nous-mêmes, nous nous connaissons très mal. Donc l'intelligence, c'est ce qui essaye de donner du sens au monde, y compris à nous-mêmes, essaye de donner du sens au monde. Et la merveille de la condition humaine, ou de la chose la plus surprenante, c'est que l'esprit humain est capable, depuis maintenant 10 000 ans, d'avancer dans une voie dans laquelle, avec stupéfaction et avec une stupéfaction croissante, il découvre qu'il peut décrire le monde, le comprendre, le décrire, lui donner du sens, avec des instruments à sa portée intellectuelle, comme si l'univers avait été construit pour être compris par lui, ou comme si lui, l'homme, avait été construit pour être capable de comprendre l'univers dont il n'est qu'une infime particule. Et cette communion entre notre capacité de comprendre d'une façon ou d'une autre, et c'est-à-dire notre intelligence, et l'univers, nous met dans cette position très particulière de communion avec l'univers dont nous sommes sans doute un des, sinon le seul, à porter la connaissance du sens. L'intelligence artificielle s'inscrit dans cette logique par le fait que l'histoire humaine est non seulement celle de la recherche du sens de notre présence sur cette planète et dans l'univers, le sens de la vie, pourquoi, question unique et universelle, pourquoi. Et nous cherchons par tous les moyens de disposer des moyens de répondre à cette question du pourquoi. Mais en même temps, nous cherchons aussi à comprendre pourquoi nous sommes si brièvement sur notre planète, à nous rebeller contre notre précarité et à créer les conditions pour démultiplier nos moyens de comprendre, et en particulier pour démultiplier nos moyens de vivre plus longtemps. Et donc, toute l'histoire humaine est fondée sur cette recherche de levier à l'intelligence humaine, de levier à la vie humaine, de prothèse du corps et du cerveau. Et je toute crois l'histoire que... humaine, depuis le premier instrument, le propulseur, qui est le premier instrument inventé par l'homme il y a sans doute 300 ou 400 000 ans, toute l'histoire humaine consiste à inventer des prothèses pour démultiplier les moyens d'intelligence et du corps. Et l'intelligence artificielle s'inscrit comme une étape parmi d'autres de cette transition de l'homme né dans le capharnaüm des espèces vivantes en des outils qui le dépassent. Alors, je crois que le rapport au temps est fondamental dans votre analyse de l'aventure humaine. D'ailleurs, en témoignent les sabliers dont vous faites la collection. On en voit quelques-uns derrière vous. Les hommes, effectivement, essaient d'accéder à l'immortalité et d'aménager leur temps sur Terre pour en profiter au mieux, à en économiser de ce temps. C'est le propre de la technologie, comme vous dites. Et alors, ça m'amène aussi à une autre question, celle de la conscience. Est-ce que pour vous... l'intelligence suppose la conscience, ou est-ce que, comme disent certains, l'intelligence, et peut-être demain des machines, ne supposera pas forcément la conscience? Elle coïncide chez l'homme, mais c'est fortuit. Ce ne sera pas forcément le cas demain pour les machines. Ou est-ce que forcément pour vous elles vont ensemble?
La conscience, la seule conscience qui est de l'intérêt, c'est la conscience de soi. L'intelligence est en soi conscience, puisqu'elle est, par la définition que j'ai donnée, conscience du reste du monde. Il n'y a pas d'intelligence sans conscience du monde, puisque l'intelligence est un outil pour comprendre le monde. Donc l'intelligence est conscience du monde. La question est de savoir si l'intelligence est aussi conscience de soi. On peut imaginer une intelligence qui soit conscience du monde et pas conscience de soi. D'accord. Alors, justement, vous disiez que pour vous, l'intelligence artificielle, ce serait juste une étape dans ce développement technologique qui anime l'humanité depuis au moins 10 000 ans. Mais certains disent que justement, ça permettrait de dépasser le statut de sapiens. Oui, je dirais au moins 400 000 ans. J'ai dit 10 000 ans tout à l'heure, mais... Est-ce qu'il y a l'invention du feu, même avant l'invention du feu. Et aujourd'hui, quand on regarde pas loin de là où vous êtes, les dernières découvertes, on voit qu'il y a 40 000 ans, les hommes étaient d'une sophistication extraordinaire en matière artistique. Oui, même Néandertal, qui est un peu notre cousin, qui fait partie du genre humain, mais évidemment, qui lui, même enterrait aussi ses morts et disposait de rites impressionnants. Donc la famille humaine est très large et déjà impressionnante, même chez nos cousins. Alors, j'aimerais, pour avancer, discuter des GAFA, parler plus prosaïquement de la situation aujourd'hui. Certains voient l'intelligence artificielle, notamment comme un moyen pour les GAFA d'affermir toujours plus leur contrôle, on va dire, de l'économie et de propulser une élite, une aristocratie au sommet, au mépris du reste de l'humanité qui deviendrait, comme par exemple Yuval Noah Harari l'explique, une classe d'inutiles. D'autres, dont je fais partie, expliquent plutôt que l'intelligence artificielle pourrait profiter à tous, puisqu'elle réduira le coût des biens et services disponibles, et donc que la première version serait contestable. Où est-ce que vous situez, vous, sur cette... D'abord, je trouve qu'il y a une mode qui consiste à attacher de l'importance à l'intelligence artificielle très récente et passagère. Il y a quelques années, on ne parlait pas de l'intelligence artificielle, on appelait ça autrement. C'était une sous-branche du numérique. On l'appelait parfois le web sémantique ou l'intelligence prédictive. Et aujourd'hui, ça envahit tout comme si c'était la science des sciences. Ce n'est pas la science des sciences. C'est une sorte de paroxysme provisoire de technologie de prédiction et qui donc est utilisée par les machines prédictives. J'ai écrit un livre sur les méthodes de prédiction qui sont très anciennes, puisque les hommes ont toujours voulu prévoir, et l'intelligence artificielle, ce sont des techniques de prédiction extraordinairement pauvres, parce que je rappelle que l'intelligence artificielle est fondée sur la corrélation et non pas la causalité. Or, il n'y a rien de plus stupide que la corrélation, même si ça marche, ça n'explique rien. C'est donc même, on peut dire que d'une certaine façon, l'intelligence artificielle est un appauvrissement majeur de la réflexion intellectuelle. Vous êtes toujours là? Oui, je vous écoute. Dans la mesure où ça consiste à essayer de donner un sens simplement par la corrélation sans comprendre les causes des choses. Donc l'intelligence artificielle est là, c'est une science qui va permettre de faire des progrès dans un certain nombre de domaines utiles que j'avais déjà, si je peux me permettre, prévu non seulement dans Brève Histoire de l'avenir, mais dans un livre qui est beaucoup plus ancien, qui s'appelle La Nouvelle Économie Française en 78, où j'avais prévu l'existence d'Internet et des machines prédictives intelligentes. En 1978, on pouvait prévoir cela, mais ça n'est qu'une étape assez passagère. Il y a bien d'autres sciences qui vont devenir dominantes et qui vont ramener l'intelligence artificielle à ce qu'elle est, c'est-à-dire une technique sommaire et utile. Mais en quoi? Alors pour revenir, je dirais peut-être d'un mot tout à l'heure, quelles sont les sciences et les technologies qui me paraissent infiniment plus prometteuses que l'intelligence artificielle. Mais pour en rester à ce que vous dites, je ne crois pas que les GAFA puissent constituer les maîtres du monde. J'avais expliqué dans Brève Histoire de l'avenir qu'il y aurait un moment où les entreprises deviendraient plus puissantes que les États. Les assurances, notamment, voilà, qui disposaient des infos de santé. Voilà. Et c'est aujourd'hui ce qui est en train de se passer, puisque les GAFA n'ont de pouvoir que parce qu'elles ont les données des compagnies d'assurance. Et la question, c'est de savoir si c'est
Google qui va racheter les compagnies d'assurance ou les Ou compagnies l'inverse. d'assurance ou l'inverse, mais c'est ça. Mais en réalité, cette maîtrise, je crois qu'elle est plus, elle joue un rôle plus important dans les pays totalitaires ou même peut-être, et je l'avais dit aussi dans Brève Histoire de l'avenir, dans la mise en place de systèmes totalitaires dans les pays démocratiques. Parce que les technologies en question permettent de créer les conditions d'une dictature auto-approuvée, une dictature volontaire. J'avais appelé déjà dans la nouvelle économie française en 1978 la jouissance volontaire de la servitude par l'autosurveillance par chacun de sa conformité à des normes. C'est évidemment ce qui devait arriver par l'émergence de prothèses de santé. Là, encore une fois, j'avais prévu avant 1980 l'émergence de prothèses de santé dont l'intelligence artificielle est une des techniques. Je crois de ce point de vue que, contrairement au discours très... L'intelligence artificielle sera d'abord une technologie chinoise. D'accord. Parce que la Chine a beaucoup plus de moyens que l'Occident de mettre en place dans son contexte d'une dictature de marché. Un très large marché, déjà, accès à beaucoup d'informations. Voilà. Et donc, je pense que les technologies de l'intelligence artificielle vont d'abord se développer en Chine. La question, c'est de savoir, premièrement, si cela va permettre à la dictature chinoise de conserver son pouvoir plus longtemps que on pouvait le prévoir, parce que normalement, une dictature ne tient pas aussi longtemps que la dictature chinoise. On l'a vu en Corée du Sud, on l'a vu à Taïwan, effectivement, ils ont fini par se démocratiser. Donc on ne peut pas invoquer le confucianisme. Vous avez cité Marx tout à l'heure. Marx avait très bien montré que la décision de la royauté britannique de laisser se développer une bourgeoisie lui avait été fatale, puisque la bourgeoisie a créé une économie de marché qui a demandé ensuite le pouvoir politique. Et cela s'est produit partout dans le monde. Dès qu'il y a une économie de marché, l'économie de marché a besoin d'état de droit, c'est-à-dire de rompre avec l'arbitraire, et en particulier en matière de propriété, et donc ne supporte plus la dictature. Question, est-ce que la Chine va réussir à maintenir une dictature de marché, ce qui est un terme totalement contradictoire, mais l'intelligence artificielle est un outil qui permet de maintenir la dictature de marché en faisant comprendre qu'il suffit de se contenter de la consommation, ce qui, dans un pays qui a encore un revenu par tête qui est le 7e de celui de l'Europe et des États-Unis, peut encore donner de bons jours de survie à la dictature actuelle. Je vois. Alors, effectivement, vous relativisez l'intelligence artificielle, vous en faites une technologie parmi d'autres. Alors, parce que tout de même, certains voient en l'intelligence artificielle une technologie pivot, comme avant elle, la vapeur, la maîtrise de la vapeur, ensuite l'électricité, puis plus récemment Internet. Et certains disent que ça va occasionner un chômage de masse. Certes, de nouveaux emplois seront créés, mais quand les robots et l'intelligence artificielle peuvent remplacer les tâches manuelles, intellectuelles, non pas toutes, mais une bonne partie d'entre elles, on parle possiblement d'ici à 20 ans de 50% des métiers d'aujourd'hui qui ne seront plus faits par des humains puisque ça n'aura plus de sens économique. Est-ce que vous y croyez, cette hypothèse du chômage de masse ? C'est pas vrai du tout. Les études ne disent pas ça. Les études disent qui disent d'ailleurs n'importe quoi parce que personne n'en sait rien, disent que 50, parfois disent 35, parfois disent 80, disent n'importe quoi selon le cabinet de conseil qui veut avoir un peu de publicité. Les tâches vont être modifiées, pas les emplois, des tâches. En effet, il y a des tâches qui vont disparaître, mais c'est toujours été le cas. Des tâches ont toujours disparu et d'autres sont apparues. Il ne faut pas oublier que quand on regarde l'humanité, il y a toute une série de tâches qui vont rester et qui vont se développer massivement. Il y a toutes les tâches liées à l'enfance. Il y aura de plus en plus de besoin de tâches liées à l'enfance et qui seront forcément des métiers réels. D'énormes métiers, éducation, tendresse, compassion, soins, etc. Liés aussi à la maternité. Deuxième métier fondamental, la nature, tout ce qui est non seulement l'agriculture, l'alimentation, mais aussi la protection de la nature, de l'environnement, qui va exiger des métiers de plus en plus nombreux. Troisième métier qui va être de plus en plus important, la défense des libertés.
le journalisme, la police, la justice, la vie politique, le développement de la société, des sociétés, du monde associatif. Tout ça va créer des emplois absolument énormes. Quatrième domaine où il y a des emplois énormes qui vont apparaître, tout ce qui est la gestion du grand âge, dans lequel il y a des besoins considérables de compassion, de sollicitude, d'accompagnement qui vont être importants. Cinquième domaine, qui est évidemment très important, c'est celui du monde des ingénieurs, où il y a des besoins énormes qui vont se développer de plus en plus, en particulier pour créer les conditions de ce développement. Et tout ça crée des métiers et sans doute d'autres vont apparaître. Je n'ai pas eu d'autant plus qu'il y a de nouvelles sciences qui vont, je l'ai dit tout à l'heure d'un mot, apparaître et dominer, qui vont avoir besoin d'ingénieurs d'un genre nouveau. Je pense à tout ce qu'on sait aujourd'hui sur les biotechnologies, qui sont infiniment plus puissantes et disruptives que l'intelligence artificielle. Je pense en particulier aux techniques de manipulation génétique, dont l'intelligence artificielle n'est qu'une forme mécanique, c'est-à-dire sommaire, puisque l'intelligence artificielle, ça reste de la mécanique, à la différence de la biotechnologie, qui est véritablement des prothèses biologiques, et aux nanotechnologies, qui vont elles aussi être infiniment plus disruptives que l'intelligence artificielle, qui là encore est une technique sommaire. Et derrière cela, celle qui me paraît la science des sciences, c'est la biomimétique. Parce que je crois que la connaissance des milliards d'espèces vivantes, leur décryptage, la connaissance de ce qu'elles contiennent pour que l'humanité puisse en tirer profit, limiter et savoir faire aussi bien que la nature, savoir apprendre de ce que la nature a accumulé depuis 4 milliards d'années que la vie existe sur cette planète, ça, c'est vraiment la science de l'avenir. Alors je voudrais rebondir sur un des points que vous avez abordé, vous mettez en avant le rapport humain qui devrait occasionner énormément de création d'emplois, donc par exemple l'aide aux enfants, mais justement il se trouve que les émotions quelque part peuvent être comprises par la machine. On peut identifier les mouvements du visage, l'attention, et on peut animer des avatars digitalisés en réalité virtuelle qui peuvent déjà échanger et rassurer, comprendre le langage corporel, et même à une échelle plus simple encore, il y a eu des expériences de peluches animées qu'on mettait dans les mains de personnes âgées et je qui les connais ça rassuraient. très bien, je suis en particulier très au courant de ce qui se passe dans ce domaine. En particulier, je vous signale une start-up française qui s'appelle Spoon, S-P-O-2-N, qui est très en avance mondialement dans ce domaine, en effet. Alors, est-ce que vous pensez que justement cet aspect des relations humaines résistera justement entre guillemets l'automatisation et pourra rester un précaré du travail humain? C'est pas un précaré, il y aura les deux à la fois. Dans les domaines dont j'ai parlé, on aura des conversations avec les machines. Tout le monde parle avec des machines depuis toujours. Depuis au moins un siècle, ça existe. Donc il y aura cela. Il n'empêche qu'il y aura des besoins énormes que la machine ne pourra pas satisfaire et dans laquelle l'homme aura besoin de créer les conditions d'une relation directe. Maintenant, on peut imaginer des sociétés totalitaires dans lesquelles les hommes n'aient affaire qu'à des machines et soient enfermés dans ces domaines. C'est un peu... dystopien. C'est possible. On voit ça dans plusieurs épisodes de Black Mirror. C'est à l'homme de le vouloir ou de le refuser. Je pense que l'homme le refusera. Alors, je voulais évoquer un développement intéressant. Il se trouve qu'aux États-Unis, le taux d'emploi des 20-34 ans diminue. Si je prends les hommes de 20 à 24 ans, ils sont 10% de moins à travailler en 2016 par rapport à 96. Et cela coïncide par exemple avec des revenus qui stagnent. Beaucoup de ces jeunes vivent encore chez leurs parents. Et pourtant, en fait, quand on mesure leur bonheur, ils se disent heureux. Ils se disent plus heureux que ne se disaient heureux les jeunes 20 ans plus tôt. Alors, ça interroge bien sûr les économistes. Et
une des théories qui est mise en avant, ce serait qu'aujourd'hui, les jeunes ont accès à bien plus de biens culturels numériques, des biens de meilleure qualité et des biens qui sont bien moins chers, bien meilleur marché, voire gratuits. Et donc cette abondance de contenu de qualité, les jeux vidéo, les films en ligne, les réseaux sociaux, fait qu'en fait ils se complaisent quelque part en dehors du marché du travail. Et vu que par ailleurs, frimer et afficher son statut social de façon efficace coûte de plus en plus cher, justement vu de la concurrence exacerbée sur les réseaux sociaux où des milliers de gens essaient de s'afficher, vu que ça coûte cher de frimer efficacement et que ça suppose de travailler toujours plus d'heures, beaucoup font le calcul qu'en fait, pourquoi travailler plus? Moi, je peux satisfaire mes besoins primaires, je peux accéder à tous ces loisirs gratuits ou presque, et ça me suffit. Et donc, on constate un retrait du marché du travail de plus en plus de jeunes. Alors, c'est bien connu au Japon, mais on le voit aussi maintenant aux États-Unis. Est-ce que vous pensez que c'est une tendance? Alors, sans aller jusqu'au Sengaku et aux extrêmes japonais, la réalité, c'est très positive. C'est d'ailleurs ce que j'avais essayé auquel j'avais essayé de participer en écrivant le livre dont vous avez parlé tout à l'heure, Les chemins de l'essentiel, où je montre tout ce qu'on doit lire, connaître, voir, et qui est juste une goutte dans l'océan de la culture universelle. Et c'est quand même triste de traverser la vie sans les connaître. Donc oui, je crois que c'est une évolution très positive, qui montre d'ailleurs que les calculs économiques sont complètement faux. Le niveau de vie de quelqu'un ne se mesure pas du tout à son pouvoir d'achat, il se mesure à ce que sa culture lui permet d'accueillir et d'acquérir. Et si vous ne savez pas lire et que vous êtes contraint à des besoins primaires, vous avez besoin de beaucoup plus d'argent que si vous savez lire et apprécier une culture qui est en effet disponible gratuitement. Donc nous sommes dans un virage qui est complètement différent du discours que vous aviez précédemment sur l'emploi, où nous passons d'une société que j'avais, je dis ça depuis 40 ans maintenant, nous basculons d'une société de l'énergie à une société de l'information. Et l'information est gratuite, elle n'est pas rare, elle est rendue artificiellement rare par des brevets, des droits d'auteur, etc. Mais au fond, elle est d'une société d'abondance. Par contre, la seule chose qui est vraiment rare, c'est le temps. Et c'est la seule chose que l'économie de marché va essayer de faire grandir, en particulier par l'allongement de la durée de la vie. L'allongement de la durée de la vie. Alors, dans vos 10 priorités pour la France à l'horizon 2030, numéro 8, faire de la prévention en matière de santé une priorité absolue. Alors, notamment, vous expliquez qu'il faut absolument lutter contre toutes les formes de pollution. Mais alors, un des mots que je pressens malgré tout sont ces nouvelles addictions. Et justement, ça fait quoi ce qu'on disait, l'addiction aux réseaux sociaux, aux jeux vidéo. Alors, vous disiez que c'était pas forcément négatif en soi, mais par exemple, je prends l'exemple de Tencent, qui est un des géants du digital en Chine. Tencent a vu son cours de bourse s'effondrer cette année parce qu'en fait, le gouvernement lui a refusé la sortie de nouveaux jeux vidéo. Parce qu'en fait, le gouvernement s'inquiète du temps passé par les Chinois sur les jeux vidéo et de l'argent aussi qu'ils peuvent y dépenser. Parce que justement, ces jeux sont gratuits de prime abord, mais derrière, après, évidemment, on vous pousse à acheter des biens virtuels ici et là, et ça peut vraiment vous conduire à de grosses dépenses. Donc la Chine légifère. Est-ce que vous pensez qu'on devrait légiférer sur ces sujets pour limiter le temps passé sur ces plateformes, sur les réseaux sociaux, ou est-ce qu'il faut juste laisser le marché et les gens décider librement de comment ils passent leur temps? Une grande question qui se pose aussi pour d'autres addictions. On a commencé à réduire l'addiction à certains produits comme le tabac. Et la question, c'est de savoir s'il faut le faire par la loi ou par le prix. C'est une question difficile. Évidemment, il faut réduire l'addiction à des choses stupides. J'ai écrit un article récemment qui m'a valu beaucoup de polémiques sur les jeux vidéo, où j'ai expliqué que c'était une activité qui, pour moi, sous bénéfice d'inventaire, ne constitue pas une œuvre d'art. Et j'ai eu beaucoup de réponses de gens qui me disaient un jeu vidéo peut être une œuvre d'art. Très bien. Si le jeu vidéo peut être une œuvre d'art, et je reste encore sceptique, dans ce cas-là, je ne vois pas de raison d'interdire de voyager dans une œuvre d'art. Si par contre, c'est un instrument d'addiction stupide à des choses brutales et élémentaires, alors oui, il faut l'interdire. Donc, tout est dans la nuance. Moi, je suis pour le fait qu'on s'occupe d'abord de ce qui détruit objectivement et certainement
l'espèce humaine. Je pense à certaines drogues, je pense au tabac, je pense à l'abus d'alcool, qui sont en train de détruire des civilisations. En Chine, la Chine le connaît bien avec ce qui s'est passé avec l'opium. Si par contre on peut orienter assez subtilement, et je pense que c'est possible, les créateurs de jeux vidéo pour que ces créateurs de jeux vidéo créent des jeux créatifs véritablement développant l'esprit critique, je ne vois pas de raison de les limiter. Ceci dit, je ne suis pas sûr qu'une dictature ait intérêt à voir des jeux vidéo développant l'esprit critique prendre de l'ampleur. Très bien. Alors, juste pour continuer, peut-être finir sur l'intelligence artificielle, est-ce que malheureusement, je dois vous quitter maintenant et on reprendra un autre jour. Je suis ravi de continuer ces conversations. Donnons-nous encore 5 minutes, si vous voulez. D'accord, très bien. Bah, écoutez, prenons encore 5 minutes pour une dernière question, puis on pourra se reprogrammer un nouvel entretien. Donc, peut-être sur la singularité. Est-ce que vous croyez à cette théorie de la singularité Ray Kurzweil explique qu'en 2045, tout basculera et on ne pourra plus rien prévoir. Donc, toutes les théories qui vont au-delà de cette date, en fait, sont un peu futiles. D'ailleurs, vous-même, hein, vous limitez à 2030, parce que je pense que vous dites aussi que sans doute qu'après, tout est trop confus. Mais pour Ray Kurzweil, ce serait pour le meilleur. On fusionnera avec les machines, on pourra uploader notre esprit en ligne. Certains disent que la singularité, oui, mais ce sera pour le pire. Est-ce que vous y croyez? Mais vous sembliez dire juste avant que pour vous, ça sera juste une étape parmi d'autres et qu'on ne dépassera pas le statut de sapiens. Sapiens ne pourra pas se réinventer. Monsieur Kurzweil m'a paru toujours un gentil naïf manquant infiniment de culture. S'il avait lu un peu de littérature et d'histoire, il ne dirait pas le nombre de banalités qu'il profère à longueur de jour. Enfin bon, c'est comme ça. Il y a très longtemps qu'on sait que l'homme va développer ces dimensions de machine. Il y a très longtemps qu'on sait que l'homme va créer les conditions pour sortir de la planète Terre, etc. etc. Il ne fait que son inculture lui fait croire qu'il est original. C'est vrai que vous racontez souvent la fable du Gollum, qui est un peu le Frankenstein, mais d'il y a longtemps. Le golem, oui, ça date du XVIIIe siècle, mais il y a des exemples bien antérieurs. Je crois que la seule singularité qui soit, c'est la singularité de notre vie. Et l'époque à laquelle nous vivons est singulière parce que c'est l'époque où nous sommes vivants. Donc, il y a une vraie singularité, c'est le moment de notre passage sur cette planète. Mais c'est une singularité différente pour chaque être humain. Je vous remercie, Jacques Attali. Alors, a-t-on le temps pour une dernière petite question ou restons-en à cela? On en reste là et on se revoit bientôt. Très bien, avec plaisir. Bah, écoutez, je reviendrai vers vous pour reprogrammer un nouvel épisode. Merci beaucoup et bonne journée, Jacques Attali. À bientôt. À bientôt.